Merci de votre présence pour cette soirée d'échange sur euh, l'hyper-présentéisme. On ne savait pas trop comment l'appeler. Mais enfin, ce sujet mondial, mais particulièrement français, sur la culture de l'hyper-présence au travail, que ce soit la présence physique, que ce soit l'hyperconnexion et la difficulté à couper à couper le fil. Alors, on va échanger ce soir sur ce sujet. Dominique Barrault vous présentera les intervenants et l'animation. Alors, évidemment, après, on a un petit pot ensemble, hein, qu'on pourra partager là-bas au côté kitchen, salle à manger. Et puis nous sommes ici chez Morning Coworking. C'est pas la première fois qu'on vient chez Morning, mais c'est la première fois qu'on vient ici, puisqu'on avait fait déjà un événement. Certains s'en souviennent peut-être lorsqu'ils étaient installés avenue Truden, dans une école, dans un lieu très intéressant, puisque lieu d'apprentissage par excellence, lieu éphémère par ailleurs, et puis où il y avait une jolie animation. Donc Margot va nous présenter rapidement où on est Morning Coworking. Voilà. Hein. Je prends le micro très bien. En deux mots, je me présente, je m'appelle Margot, je travaille ici donc chez Morning Coworking, notamment sur la partie communauté, de faire en sorte que ce soit pas seulement un lieu de travail, mais aussi un lieu de vie, et qu'il s'y passe le maximum d'interactions, notamment entre tous nos clients, qu'on appelle nous nos colocs, entre eux. Et on a ouvert cet espace, donc Morning Coworking Clichy-Batignolles, il y a environ, on va dire 9 mois. On a 9 étages en tout et on est en train de tous les développer au fur et à mesure. Et il reste encore pas mal de place puisqu'on n'a pas encore construit tous les étages. Et on essaye de maximiser les espaces événementiels que l'on a. Donc cet appartement, on a un loft et un duplex de l'autre côté, une salle de sport, des salles de massage, voilà, pour en faire un lieu super agréable pour travailler et faire en sorte qu'il ne se passe pas seulement du boulot, mais plein d'autres interactions. Donc voilà, et on est ravis de vous accueillir parce qu'on se positionne aussi sur le thème du Future of Work et on réfléchit pas mal sur ces sujets-là, notamment une partie de nos équipes, voilà, pour réfléchir un peu à l'avenir du travail. Et donc le hyper-présentéisme était un sujet qui nous plaisait et donc on est ravis de vous accueillir. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Non, à la fin. Ok, alors très rapidement l'agenda qui a un petit peu dérapé. On va avoir 1h15 d'échange. C'est-à-dire en fait je vais soumettre à la question nos 4 intervenants. Et puis on aura 15 minutes de questions-réponses, mais bon si on est juste dans de l'agenda, on pourra continuer effectivement les questions-réponses lors du cocktail. Voilà. Alors, écoutez, bienvenue à tous et puis à nos intervenants. Donc, nous avons Béatrice de Play It Again. Je les laisserai se présenter beaucoup plus longuement. Nous avons Christian Lema qui est DRH chez Europacity. Xavier de Masno qui est fondateur de The Village et qui est également consultant associé de Adverb. Et Alain Diribarne qui est docteur en sciences sociales et chercheur au CNRS. Alors, je vous ai présenté, mais très très rapidement tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez chacun à votre tour vous présenter et surtout nous dire pourquoi ce thème de travailler autrement, du présentéisme, de l'hyperconnexion, pourquoi ce thème vous interpelle dans votre quotidien, dans vos activités. Je sais pas, je vais commencer. Je vais vous demander à tous un mot, donc peut-être Xavier. Normalement, il y a un deuxième micro qui a disparu. Qui a volé le micro? Ah ben oui, c'est vrai, il y avait une table en fait. Voilà, que vous pourrez vous passer. Oui, ce sont des thèmes qui sont, nous, au centre de nos publications, de notre site de thevillage.net, puisqu'on traite de la transformation du monde du travail, la transformation des espaces du travail, des organisations de travail. Et ces thématiques, à la fois de la déconnexion, de l'hyperconnexion, du présentéisme, de l'évaluation quantitative du travail, etc.,
sont des sujets que vous avez parfaitement bien brossés, parce qu'on a tous les aspects, vous avez dû bosser dessus bien. On a vraiment tous les angles et tous les aspects du sujet. Et donc c'est plutôt à NWO qu'il faut demander pourquoi ils nous ont invités, parce que ils seraient mieux à même de répondre. Mais nous, on a répondu, enfin personnellement, j'ai répondu oui tout de suite, parce que c'est exactement dans les sujets qu'on traite. Merci. Donc Alain, quelques mots pour vous présenter. En tant que chercheur en sciences humaines et sociales, s'intéressant à la société dans tout le champ, et entre autres dans les entreprises, c'est un sujet parmi d'autres qui est, voilà, je travaille en comparaison internationale, j'en parlerai, et donc la France et les Français restent pour nous des objets de méditation et de perplexité totale. Ce que vous venez de faire fait partie de mes sujets. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce qu'est la fête des fous. Dans toute société où il y a un contrôle extrêmement fort, on invente des soupapes, et le théâtre est une soupape. Et donc vous êtes pour nous, observateurs, un indicateur du niveau de gestion actuel, en particulier des grandes entreprises. Je ne pense pas que des PME vous demandent de venir chez elles. Donc voilà. Et donc on discutera, j'espère, avec beaucoup d'intérêt de qu'est-ce qui se passe autour du double sujet que vous nous avez donné. Oui, il y aura plein de questions. Et l'hyperconnexion. Oui, tout à fait, merci. Bonsoir, Christian Lema. Moi, je suis DRH au sein du projet EuropaCity et membre du comité de direction de ce projet. Donc, nous sommes sur une PME d'environ 30 salariés, mais intégrée à un grand groupe et avec un fonctionnement de grand groupe. Et donc, tous ces sujets-là sont des sujets auxquels nous faisons face régulièrement avec l'ensemble de nos collaborateurs. Et on voit justement ce que vous avez bien illustré dans la scénette, c'est la différence de perception selon les générations. On a d'une part des collaborateurs pour lesquels l'hyperconnexion n'est pas un sujet parce que c'est un mode de vie. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'hyperconnexion pour cela? C'est une question qu'on peut se poser. Et d'autres pour lesquels cette hyperconnectivité est vécue comme une contrainte et pour lesquels il est important de mettre en place des dispositifs, un cadre dont les collaborateurs ont besoin pour sécuriser chacun et permettre à chacun de s'épanouir dans l'entreprise. Donc ce sont pour moi des sujets RH extrêmement importants, structurants, des faits de société, des choses qui marquent et qui illustrent l'évolution de notre société. Donc on va avoir effectivement 3 points de vue, vous voyez, un petit peu différents, 3 angles, ça va être intéressant. Alors justement, on va continuer avec vous, Christian. D'où vient ce mot présentéisme et qu'est-ce qui se cache en fait derrière ce mot qui, a priori, a une connotation quand même plutôt négative? Alors j'ai posé la question à tout le monde, mais Christian, on m'avait raconté, vous avez parlé d'une légende. Pour moi, le présentéisme, je l'associe personnellement à une légende quand j'étais beaucoup plus jeune. On courait tous derrière un mythe lorsqu'on allait à l'école, c'est le mythe du cadre au forfait jour. Celui justement qui travaille au résultat et qui ne travaille pas forcément avec un horaire et qui est capable d'adapter en toute autonomie ses horaires et son organisation de travail. Et c'était un petit peu un rêve qu'on avait tous en étant à l'école, en se disant je rêve d'être cadre au forfait jour et d'avoir ma liberté et mon autonomie au niveau de mon organisation de travail. Et là, patatrac, en arrivant dans le monde du travail, effectivement on est cadre, effectivement on est au forfait jour, mais la réalité c'est que notre temps, nous n'avons pas de liberté dans la gestion de notre temps. Et c'est là qu'arrive le sujet du présentéisme comme un choc lorsqu'on arrive en entreprise, ou lorsque vous partez à 17h, vous avez toujours la petite phrase « tu prends ton après-midi » ou tu pars très tôt aujourd'hui, ou qu'est-ce qui se passe, tu as une urgence, etc. Et donc finalement, cette liberté qui est vendue et qui est rêvée, ou en tout cas qui a été rêvée pour ceux de ma génération par rapport au mythe du cadre au forfait jour, ne trouve pas justement de relais dans la vraie vie et dans le vrai monde de l'entreprise. Et donc du coup, c'est très déceptif en début de carrière. Mais pour moi, du coup, ce sujet de présentéisme, c'est d'abord un sujet culturel, parce que dans différents pays, on a d'autres perceptions que la perception française du présentéisme. Et donc, du coup, ceci nous pousse à nous poser des questions sur ce que nous sommes, sur nos modes de fonctionnement et sur le curseur à mettre sur ce degré de liberté que nous pouvons donner à chacun.
Alors Alain, de toute façon je vais te poser la question à tous, hein. D'où vient le mot présentéisme? Mais je crois que vous allez aussi nous dire, est-ce que c'est une On va particularité poursuivre. D'abord, française? ce que j'ai trouvé tout à fait intéressant, c'est que le dialogue est un dialogue d'un homme et d'une femme, et que celle qui se révolte est la femme, pour une raison très simple, c'est que jusqu'à plus ample informé, elle a deux vies, et que donc, quand on a étudié l'usage de tous ces outils, on voit très bien que les réactions ne sont pas les mêmes en fonction des hommes et des femmes. Donc le présentéisme, c'est de façon privilégiée une logique d'homme qui reste présent. Ensuite, c'est une logique très française. En comparaison internationale, c'est ultra robuste. Le point de départ, c'est la logique managériale française, qui est la logique de la société française, c'est la suspicion. Donc il n'y a pas de confiance, ni de haut vers le bas, ni du bas vers le haut. Deuxième élément, c'est qu'il y a en France une hiérarchie sociale, qui est en même temps une hiérarchie professionnelle, qui est celle du noble et du vil. Le noble étant bien entendu les cadres supérieurs des sièges parisiens. Le cadre supérieur du siège parisien arrive tard le matin, mais en province on arrive tôt, et part tard le soir, pour des raisons diverses, aussi bien dans la fonction publique que dans le privé. Donc ça, voilà. Alors, ce cadre parisien qui part tard et travaille mal, comme tout le monde le sait, puisqu'il passe son temps à faire des réunions dont la majorité ne servent à rien et qui sont mal menées. Vous avez tous les bouquins là-dessus, je vous renvoie à celui de Boson, qui a fait tellement de succès. Voilà. Et en plus, comme il est français, il a vous l'avez dit, il regarde la relation avec ses collaborateurs par les moyens et pas par les résultats. Et donc, parmi les révolutions qu'on essaye de faire, c'est que les Français aussi se mettent à des évaluations par les résultats, donc par les moyens. Dans les moyens, le moyen privilégié, c'est l'œil. Je vous ai à l'œil. Vous pourrez le rajouter à votre scénette. Ce n'est pas pour rien. Je vous ai à l'œil. Et donc, le collaborateur, par échelle, on descend. Le collaborateur, lui, il sait très bien que donc il n'y a pas d'évaluation par les résultats. Donc, il y a des révélations par les comportements. Le collaborateur a compris qu'il fallait qu'il soit bien vu. De nouveau, vous pourrez le rajouter. Il faut être bien vu. Et donc, pour être bien vu, il faut être là. Et donc, il faut être là. Alors, ce que vous avez raconté reviendra avec les technos, mais vous l'avez dans les bureaux. Le chef et le chef du chef dit à un moment donné, tiens, j'appelle, je viens me voir, j'ai tel problème et viens le traiter. Donc, vous voyez, il y a une construction sociétale française qui est très robuste. Et comme, en plus, le chef est un chef de droit divin, et c'est relativement robuste, vous avez intérêt, si vous voulez, aller convenablement avec des rémunérations, convenablement progressives, si vous voulez éventuellement faire carrière. Alors, justement, vous devez être bien vu du chef. Et en plus, si vous voulez vraiment faire carrière, il faut que vous deveniez comme votre chef. Et donc on monte. Plus vous voulez monter, plus vous devez être tyrannique, plus vous devez montrer que vous êtes présent et ainsi de suite. Vous pourrez rajouter aussi tout ça. Et donc, voilà. Ça, les étrangers qui travaillent en France, et en particulier les Anglais, quand ils nous voient, ils disent « mais vous êtes complètement dingue ». Voilà. Après, on verra le reste si vous voulez. Xavier, un autre point de vue? C'est difficile de passer le dernier. Je suis désolée, tout à l'heure vous passerez le premier. Il y a un symbole de cette attitude, c'est la pointeuse. C'est la pointeuse qui montre qu'on évalue la qualité et la quantité du travail, non pas à ce que vous rendez, à l'objectif que vous rendez, au livrable que vous rendez, mais au temps que vous passez. Et si vous avez fréquenté des entreprises que
que vous êtes salarié, que vous l'avez été, vous avez certainement vu des collègues qui sont des spécialistes du glandage très habiles, qui ont l'air d'être très affairés et qui en fait ne produisent pas grand-chose. Et tous les DRH en connaissent, on en connaît tous. On les appelle les ventilateurs. Hein, les ventilateurs. Et donc, c'est un symbole qui est très fort. Et alors, on en trouve toujours dans les entreprises, on en trouve beaucoup dans les administrations publiques, dans les collectivités locales, tout simplement parce que c'est un résumé de l'absence de confiance ou du faible degré de confiance qu'on fait à ses collaborateurs. Donc, le signal qu'on leur envoie, c'est qu'a priori, ce que vous disiez, on ne vous fait pas confiance, on se méfie de vous. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique pour l'engagement. Et ça se traduit en mauvaise gestion de son temps, éventuellement en saturation du temps qui nous oblige à travailler, si on est un peu consciencieux, en dehors du temps de travail normal. Et donc les deux sujets qui ont l'air déconnectés, les deux sujets du thème de ce soir qui ont l'air un peu déconnectés, sans jeu de mots, sont effectivement très très liés et très imbriqués. Est-ce qu'on peut faire semblant, alors je ne sais plus qui m'a raconté l'anecdote, on peut faire semblant, c'est-à-dire être là sans être là, avec l'histoire de vue. Qui est-ce qui m'a raconté l'histoire de la chaise? Il l'avait sur la chaise? C'est Christian. C'était extrêmement intéressant. J'échangeais avec un formateur en interculturel. Et en fait, il me faisait part d'une histoire concernant un dirigeant allemand dans une grande entreprise qui avait pas mal de soucis avec ses équipes au niveau managérial, tout simplement parce qu'il avait une autre perception culturelle que la perception française. Donc le modèle allemand, on est plus sur de l'efficacité, et la perception du présentéisme en Allemagne, selon ce que me partageait ce spécialiste, c'est que lorsqu'on reste tard le soir, c'est qu'on n'est pas efficace. Et ce dirigeant, qui était DG d'une grande entreprise, quittait généralement à partir de 17h son poste de travail. Et généralement, cela créait pas mal de problèmes avec ses collaborateurs qui se mettaient à pester un petit peu après lui. Et en fait, le formateur interculturel, la solution qu'il lui a préconisée, c'est tout simplement en quittant votre poste à 17h, laissez votre PC sur votre table et laissez votre veste sur votre chaise pour pouvoir partir et faire croire que vous êtes encore là le soir. Et finalement, lorsqu'il a commencé à mettre en place ce subterfuge, justement, il a eu beaucoup moins de problèmes avec ses équipes qui pensaient à chaque fois qu'il était en réunion en fin de journée. Donc c'est un exemple typique de l'interculturel ou du choc que peuvent avoir certains étrangers en venant travailler en France. Simplement pour compléter toujours cette logique française, les sociologues du travail et des organisations, en particulier certains ici connaissent Jean-Daniel Reynaud, a étudié ce qu'on appelle les arrangements locaux, c'est-à-dire comment les subordonnés négocient intelligemment à leur hiérarchie, en particulier aux superviseurs de niveau 1, des arrangements qui fait que quand nous, on passe derrière, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont des surtravail et il y en a d'autres qui glandouillent gentiment. Mais ça, c'est une convention sociale au sein de l'organisation d'entreprise. Et là, toujours, je vends le bouquin dont je ne suis pas l'auteur, qui est celui de François, j'ai oublié son nom, qui est Lost in Management, qui est une collection d'exemples absolument fantastiques. Alors, en plus, dont on n'a pas encore parlé, c'est que pour bien faire, il faut partir en montrant à son supérieur hiérarchique qu'on part avec des dossiers, pour histoire de bien faire bon poids. Et voilà. Oui, mais le papier, ça existe encore. Donc voilà, il faut être là. Donc il y a une stratégie de la façon dont on part. Vous avez évoqué la veste pour l'un, mais il y a tout. Donc, voilà, on apprend plein de choses. Il y a des codes en fait. Hein. Oui, mais il y a des codes. Alors bon, là, on dit ça comme ça. Heureusement qu'il y a plein d'endroits où c'est pas comme ça. Mais c'est robuste. Hein. Oui, on a encore un peu de boulot, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de boulot. Il y a encore du travail, sans faire de jeu de mots. Alors justement, on va peut-être passer aux solutions ou pas. Je vais passer le micro à Xavier qui va démarrer. Est-ce que le télétravail, justement, c'est une solution? Est-ce qu'il y a des bénéfices, mais est-ce qu'il y a aussi des revers de la médaille? Moi, je ne dirais pas que c'est une solution, c'est un mode d'organisation. Oui. Et c'est un mode d'organisation qui, justement, met le doigt sur tout ce qu'on a vu, là où ça fait mal.
pour télétravailler, il faut quand même faire confiance à son salarié. Sinon, télétravail, ah ouais, tu vas travailler devant la télé. Quand on part le mardi parce qu'on télétravaille le mercredi ou le jeudi, on vous souhaite bon week-end. C'est l'anecdote que vous avez tout à l'heure. Donc c'est un point de crispation, un révélateur peut-être du degré de confiance et de qualité du management. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment, il y a encore 4-5 ans, les DRH traînaient des pieds pour mettre en place ce télétravail. Ils le faisaient quand il y avait un peu de pression syndicale. Curieusement, les syndicats étaient opposés et ensuite, c'est eux qui étaient plutôt demandeurs. Parce qu'ils se sont rendus compte assez vite que c'était un outil de qualité de vie au travail. Et puis, ils avaient une demande de leur base. Donc, le télétravail est un bon thermomètre de cette santé managériale. Et ça pose les problèmes de la confiance, les problèmes du présentéisme et de l'organisation du travail. On est obligé de pouvoir travailler à distance, d'utiliser des outils collaboratifs, des outils de communication. Ce sont des petits problèmes qui ne sont pas du tout insurmontables, mais qui servaient de prétexte pour ne pas passer en télétravail souvent. Aujourd'hui, la pression est encore plus forte, donc on est obligé d'un peu accélérer les processus et on voit bien que les taux de télétravail en France ont rejoint, voire ont dépassé... Oui, c'est ça, on n'a pas à rougir quand même en France. Non, on n'a pas à rougir. Nous, on avait évalué il y a 5-6 ans, on avait fait une espèce de méta-étude, c'est-à-dire qu'on avait utilisé des études parcellaires par métier, par région. On arrivait déjà à 17% il y a 5-6 ans. Et là, il y a une étude qui vient de sortir où ils parlent, eux, de 20% de la population active privée. Sachant qu'on a 5 millions, on a 20% de fonctionnaires et parafonctionnaires qui télétravaillent encore assez peu. Donc on est peut-être on est certainement entre 20 et 30%. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a dépassé beaucoup de pays. Et la réalité du télétravail, elle est très souterraine. Parce que pendant très longtemps, alors ça a changé avec les accords de Macron, de la loi... Oui, c'est assez assoupli en fait. C'est assez assoupli parce qu'en fait, il a levé... Avant ça, on donnait des contraintes aux entreprises qu'elles n'avaient pas le droit de remplir, des obligations qu'elles n'avaient pas le droit de remplir. Elles étaient censées appliquer les mêmes normes de santé, sécurité au travail que dans l'entreprise, oui, alors qu'elles n'ont pas le droit d'aller au domicile du salarié. Et donc, il y a beaucoup de DRH et beaucoup d'entreprises qui refusaient, pour ça, qui avaient un bon prétexte pour refuser la mise en place du télétravail. Ou alors, on voyait ce qu'on appelle le télétravail gris, c'est-à-dire qu'on télétravaillait de manière informelle, on n'avait pas négocié d'accord dans l'entreprise, on n'avait pas mis les partenaires sociaux dans la boucle, c'était bien confortable. Et c'était quand même assez injuste parce que c'était plutôt réservé aux cadres. Parce que, en particulier ceux qui sont au forfait jour, ça ne posait pas de problème. Donc voilà, une espèce d'arrangement avec la loi et la réalité. Et puis... ce télétravail gris a en partie disparu quand on a supprimé les obligations dans la loi Macron. Et aujourd'hui, on voit que c'est un sujet dont s'emparent beaucoup plus les DRH et les entreprises. Alors, il y a quand même encore quelques freins. Aujourd'hui, c'est quoi les principaux freins justement de ce télétravail ? Il est culturel. Il y a quelques années, on a fait un MOOC justement sur ces thématiques, sur le travail flexible. Et on avait interviewé le DRH de SGS. SGS, société un concurrent de Bureau Veritas. SGS, 7000 salariés en France. Sur les 7000, il y en a 10 ou 20% qui travaillent dans des laboratoires, donc qui ne sont pas éligibles au télétravail, ils doivent être devant leur paillasse. Et ils ont un taux de télétravail de 70%. Pourquoi ? Parce que le message qu'envoyait la direction et qu'envoyait le DRH, c'était « on s'en fout, vous travaillez », du moment que le travail est fait et que le client est content. Alors quand on vous envoie ce message-là, on se dit pourquoi pas ? Et effectivement, ils sont mis massivement au télétravail et ça ne pose pas de problème de fonctionnement. Ouais, ça sera une autre question tout à l'heure parce qu'il y a des sociétés qui sont revenues un petit peu en arrière sur ce sujet, pas en France mais dans d'autres pays. Oui, mais il y a des raisons. S'il y a des raisons, c'est pas parce que le télétravail est mauvais, c'est parce qu'ils ont des problèmes internes. C'est IBM, Yahoo. Yahoo parce que le télétravail n'était pas géré, donc il y avait des salariés dont on ne savait plus où ils étaient. Donc quand la nouvelle PDG est arrivée,
Le meilleur moyen de compter tout le monde, c'était de supprimer le télétravail et de les rapatrier. IBM, c'est pour d'autres raisons. Le prétexte, c'était l'innovation. Leur présupposé, c'était on ne peut pas innover si on est en télétravail. Ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'être en télétravail tout le temps. Donc c'est souvent des prétextes et des symptômes de mauvaise santé. Oui, mais c'est peut-être ça, mais la raison officielle qu'ils avançaient, c'était on a besoin d'innover et on ne peut pas innover si on télétravaille, si on autorise le télétravail. Alain, sur ce sujet, peut-être Ouais. quelques chiffres aussi. Ok. Donc moi, si ceux qui veulent bien se rapporter à l'enquête d'Actineo, je vous l'avouerai que les chiffres de 2017, ceux de 2019, vous venez nous voir dans le 2 avril et on vous les donnera. Et sur le télétravail, donc on revient. Le télétravail, c'est une construction sociale, comme le reste. Donc l'enquête de 2017, donc c'est tous les gens travaillant dans les bureaux, quelle que soit la taille et quel que soit le secteur, c'est-à-dire inclus la fonction publique. 75% disent jamais de télétravail. 17% disent oui, occasionnellement au cours du mois. 6% disent régulièrement de 2 à 3 jours par semaine. Et 1% disent et 2% disent régulièrement 3 jours par semaine ou plus. Voilà, ça c'est ce que donne la stat. Explication. Deux grands donc, freins. D'un côté, bien entendu, les DRH, qui étaient la loi, et donc comme la loi encadrait, du coup, c'était les plus grands freins. Et le second, bien sûr, c'était les managers, qui, comme on l'a dit, ne pouvaient pas voir leurs collaborateurs, et donc, du coup, freinaient. Alors là, le point de départ, c'était tout à fait intéressant, c'était le rapport avec les femmes. Donc, bien sûr, pas le mercredi pour leurs collaboratrices, parce qu'il est bien connu que c'est parce qu'elles s'occupaient des enfants. Ensuite, bien entendu, pas le lundi ou pas le vendredi, parce que, bien sûr, c'est pour étendre les week-ends. Voilà. Donc, à partir de là, donc pas le mercredi, pas le lundi, pas le vendredi, il reste donc mardi et jeudi. Voilà. Alors, après on rajoute les réunions, ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour un élément. Un autre élément qui est l'inverse, c'est que ceux qui sont passés en tout télétravail se sont aperçus que c'était une destruction du collectif du travail. Et donc, on va arriver à. Et donc, vous avez un retour, ceux qui ont été jusque-là sont revenus en disant non. Et les collaborateurs qu'on a interviewés disent l'optimum, c'est 2 jours. 2 jours avec de télétravail et le reste, bien fichu, on pourra y revenir. Il faut se méfier de la notion de télétravail parce que quand on regarde le temps passé de travail à la maison, donc il est beaucoup plus important que le télétravail. Alors après ça, il est télétravailleur ou pas, on pourrait y revenir. Et un autre élément qui est tout à fait intéressant, c'est qu'est-ce que signifie l'arrivée des espaces de coworking et des tiers-lieux. Où là, dans l'enquête, la dernière, on a fait ça. Et qu'est-ce que nous disent les gens qui étaient... Vous m'excusez, je vais le retrouver. Ils nous disent pourquoi je vais dans les espaces de coworking. Les premiers disent 43% parce que je veux rencontrer des gens. Intéressant. Les secondes, 40% nous disent rencontrer des gens intéressants également, mais d'autres. Et 33% nous disent pour lutter contre l'isolement lié au fait que je travaille souvent en télétravail. Et ça, c'est les intéressés qui le disent. Et donc la même chose, quand on leur demande qu'est-ce que c'est que le bureau idéal, le bureau idéal, c'est le bureau individuel fermé, et très peu disent c'est le télétravail. Donc on voit bien qu'il faut faire très attention à l'idée que le télétravail va être une panacée. C'est faux. Il va falloir équilibrer, et c'est là qu'on peut-être ça vous intéressera, en fait équilibrer les multiplications de lieux, et on va retrouver derrière le problème des temps. Et donc aujourd'hui, les actifs au travail dans les bureaux disent, nous, on veut harmoniser les lieux et harmoniser le temps au cours de la semaine. Et ce n'est plus uniquement un problème de femmes. C'est elles qui... Ces problèmes sont rentrés par elles, parce que je reviens,
elles avaient 2 vies. Alors que maintenant, tout le monde a cette vie-là. Et alors, vous évoquiez les jeunes, oui, les jeunes générations. Les jeunes générations disent moi, je veux une work-life harmony. Oui, on va rezoomer tout à l'heure sur le J'ai sujet. fini avec le work-life balance. Ça, c'est Ouais. les vieux, c'est les générations d'avant. Nous, on veut la work-life harmony. Ouais. Et donc, on pourra discuter de la déconstruction et la reconstruction de tout ce qu'on évoque à la louche. Xavier voulait peut-être rajouter. Ouais. Et puis après, on passera à Christian qui va nous expliquer comment ça se passe en fait. Oui, par rapport à la réaction des gens que vous avez interviewés, d'abord, quand on télétravaille un jour par semaine, il n'y a pas de risque d'isolement ni de rupture du collectif de travail. Là, vous avez parlé tout à l'heure de gens qui télétravaillent 5 jours par semaine, et ça n'existe quasiment pas. Dans les entreprises SGS dont je vous parlais tout à l'heure, qui a un très fort taux de télétravailleurs, ce sont des télétravailleurs qui télétravaillent en moyenne 1 jour, 2 jours par semaine. Ils ont 100 personnes sur 7000 qui télétravaillent 5 jours. C'est parce qu'eux, ils ont des cas particuliers ou ils ont des problèmes de mobilité ou autres. Donc c'est quand même très exceptionnel. Et c'était la grande peur des syndicats dont on parlait tout à l'heure il y a 10 ans, c'était le télétravail va casser le collectif de travail. En réalité, c'est faux. C'est faux parce qu'on n'est jamais tout le temps parti. Ce qui est différent chez les freelances. Chez les freelances, c'est même un mode de vie, un mode de fonctionnement. On s'agrège quand il y en a besoin. On s'agrège dans des espaces de coworking. On s'agrège chez un client. On est mobile, un peu comme une espèce de ruche. Et on est beaucoup plus autonome. Là, on est dans le cadre du salariat. Ce dont on parle, le télétravail est réservé à des salariés dans la loi française. C'est une définition qui vise les salariés. Quand vous regardez les accords d'entreprise qui ont été faits, ça débute toujours très très timidement. On exclut le mercredi, c'est 1 jour par semaine, c'est réservé aux gens qui habitent à plus de 30 km. On met plein de pare-feux, de garde-fous. Et puis on re-signe un accord 1 an ou 2 après, et puis là on ouvre, parce qu'on s'est aperçu que l'entreprise tournait toujours, que le ciel n'était pas tombé sur la tête, et ça fonctionne. Donc ça n'est ni une panacée pour tout le monde, ça n'est absolument pas obligatoire, ça n'est peut-être pas l'avenir du travail, mais ça introduit de la flexibilité dont on avait besoin. Et ça permet de démarrer des processus de transformation du management dans une entreprise. Ça permet de commencer à parler de confiance, de mobilité, de souplesse, ce qui était dans la description qu'a fait Alain tout au début, inenvisageable. Alors Christian, comment ça se passe bien a priori chez vous, justement, le télétravail? Bien, mais on est en cours de construction de notre cadre. Vous parliez tout à l'heure de télétravail gris. Et pendant longtemps, vu qu'on est une structure naissante et en cours d'organisation, on a longtemps fait du télétravail gris. On a la chance, nous, d'avoir un DG qui dit souvent cette phrase aux équipes, c'est que je ne vous évalue pas sur le temps, mais sur votre efficacité. Et en fait, pour moi, le sujet clé sur le télétravail, c'est la direction. Ce sont les managers. On ne peut pas avoir une bonne politique télétravail si on n'a pas les managers avec nous et si on n'a pas cette notion de confiance. Et c'est cette notion de confiance qui sécurise les collaborateurs et qui justement donne une certaine liberté. Vous avez parlé de souplesse, d'agilité. Et finalement, le télétravail, chez nous, c'est une histoire de souplesse et d'agilité. Aujourd'hui, ce qu'on a remarqué déjà, c'est que premièrement, tout le monde n'est pas intéressé par le télétravail. Pendant longtemps, on a parlé d'une généralisation du télétravail pour tous et on remarque que tout le monde n'est pas demandeur. Il y a des gens qui n'ont pas besoin du télétravail et pour qui le rapport à la vie d'équipe, à la vie de bureau est extrêmement important. Donc le premier biais ou la première clé d'entrée qu'on utilise, c'est vraiment la liberté du collaborateur et on n'oblige personne à aller vers du télétravail et on met tout le monde à l'aise sur ce sujet. Et dans ce qu'on est en train de construire également, le deuxième élément, c'est la flexibilité. Le modèle qui existe aujourd'hui dans la plupart des entreprises est un modèle un petit peu de contrainte. C'est-à-dire, j'ai 2 jours dans la semaine prédéfinis et formalisés dans un avenant à mon contrat de travail ou avec un élément complémentaire à mon contrat de travail qui définit par exemple le mardi et le jeudi comme jour de télétravail. Et donc du coup, lorsque j'ai une réunion le jeudi et que je viens, je perds mon jour de télétravail, etc. On est sur un format lié à la contrainte. Notre organisation nous oblige, nous, à être agiles. On a énormément de collaborateurs qui sont en rendez-vous régulier
pendant la journée à l'extérieur de l'entreprise. Pour vous donner mon propre cas, je suis DRH, mais ça fait à peu près 2 jours que j'ai passé tout au plus 2 heures au bureau à chaque fois. Et le sujet, c'est est-ce qu'on se fait confiance ou pas? J'ai passé mes journées en rendez-vous, dans des cabinets ministériels, etc. Et finalement, j'ai très peu vu mes collègues au bureau, mais par contre, je suis resté connecté, j'ai pu traiter mes mails, j'ai pu m'organiser différemment avec cette vie à l'extérieur du bureau. J'ai pu partir plus tard de chez moi le matin parce que je commençais avec des rendez-vous ce matin, etc. Et donc cette souplesse, cette agilité extrêmement importante dans la construction, en tout cas, du télétravail chez nous. Et dans l'accord ou l'avenant, on n'a pas encore défini, l'accord ou la charte, on n'a pas encore défini la forme de l'accord avec nos partenaires sociaux, c'est de garder cette idée de flexibilité, cette idée de liberté du collaborateur et cette idée d'organisation autonome du travail. Après, bien entendu, il ne faut pas tomber dans certains écueils parce qu'il peut y avoir des abus. J'entendais quelqu'un qui parlait des abus d'IBM, je ne sais plus qui en parlait dans la salle, et bien entendu qu'il faut avoir des abus. Il peut y avoir des abus, donc c'est pour ça qu'il faut un cadre. Et dès lors qu'on fixe un cadre, on fixe des règles qu'il faut respecter, et lorsqu'on enfreint, entre guillemets, ou qu'on ne respecte pas ces règles collectives qui permettent l'équité, c'est là qu'on a la possibilité de mettre des éléments en place pour que justement le télétravail soit encadré et respecté par tous. Parce que l'abus peut être, par exemple, au niveau de l'organisation personnelle du travail. On sait très bien que tout le monde n'a pas le même rapport au travail, tout le monde n'a pas le même état d'esprit au sein de l'entreprise, et j'aime pas trop le mot état d'esprit, mais la même motivation ou intérêt pour son poste de travail. Et il est important de laisser aussi une marge managériale pour pouvoir dire à un collaborateur, et parfois on ne sait pas le dire, que je ne te fais pas confiance ou je n'estime pas que tu es assez mature pour pouvoir télétravailler ou que tu n'es pas dans une posture et un rapport à ton travail qui nous permet de te laisser cette flexibilité-là. Et c'est aussi dans ce qu'on construit de pouvoir poser ce discours de vérité avec le collaborateur, parce qu'il y a bien entendu des collaborateurs avec lesquels on ne peut pas aller sur le terrain du télétravail. Et ce qui est le plus embêtant, c'est lorsque on sait qu'on ne peut pas y aller, qu'on ne le dit pas, et que derrière, on laisse un petit peu le collaborateur de côté par rapport aux différentes politiques sans vraiment lui dire la vérité en face. Donc il y a un sujet de confiance, il y a un sujet de vérité, il y a un sujet d'agilité et de liberté également du collaborateur à prendre en compte dans le cadre de ce qu'on construit. Je crois qu'Alain, vous vouliez parler sur la Une dimension liberté. qu'on n'a pas évoquée, qui est une dimension qui est tout à fait intéressante et qui est en train de rentrer dans le paysage, c'est le transport et la mobilité. Où donc, quand on regarde la relation au télétravail au départ, il y a une liaison forte avec les problèmes de transport. Donc ça c'était, on le voit au départ. Arrive aujourd'hui quelque chose qui est tout à fait passionnant, c'est le problème du CO2 et le problème de la pollution. Il y a 20 ans, l'histoire du télétravail, c'est la lésienne, hein. Ça fait 20 ans que tout le monde racontait que ça allait être du télétravail partout. Comme il n'y aura plus de salariat, c'est les mêmes histoires. Sauf qu'on avait, en comparaison internationale, un truc fantastique qui était le télétravail était dominant. L'endroit où il y avait le plus de télétravail, c'était la Californie. Donc tout le monde a expliqué que vous voyez, les Californiens, eux, ils sont modernes et tout. Puis on a été regardés. En fait, pourquoi? Parce qu'il y avait des embouteillages. Il suffisait d'aller se balader à San Francisco, Los Angeles pour voir ce que c'était. Et le gouvernement de Californie avait mis des pénalités aux entreprises qui mettaient leurs salariés sur les autoroutes aux heures de pointe. La rationalité objective est qu'il y a eu un ajustement qui s'est fait autour du télétravail. Et aujourd'hui, je dis ça parce qu'on voit les entreprises françaises à qui on demande de plus en plus de donner un bilan carbone, qui disent, mais dans le fond, quand je fais le bilan carbone de mes collaborateurs, je vais l'améliorer. Et donc, vous voyez, c'est pour dire qu'il faut se méfier aussi de dire, mais c'est culturel. Parce qu'il y a aussi c'est toute une combinaison de dimensions, et ce qui est intéressant, de nouveau, c'est la dynamique. On va jusqu'où, comment, pourquoi, et on retrouve beaucoup le rapport entre le cadre macro
et le choix des entreprises en tant que lieu d'aménagement et d'organisation du tout. Et ça, c'est passionnant. Il y a plein de libertés. La liberté. On en reparlera de la liberté tout à l'heure en conclusion. On va faire le lien maintenant, parce que qui dit télétravail dit connexion à distance. Et là, on va parler d'hyperconnexion. Donc, on va faire le lien. Donc, je voulais déjà savoir un petit peu pour chacun d'entre vous, ça veut dire quoi hyperconnexion? Et est-ce que justement ces nouvelles façons de travailler, est-ce que ça renforce l'hyperconnexion? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est les deux? Voilà, aujourd'hui, il y a tout un vocabulaire d'ailleurs. J'ai noté quelques-uns. On parle de multitasking, merci, de micro-ledger pour les nouvelles générations. Blurring aussi, pour les nouvelles générations, Christian. Et le FOMO aussi, la peur de louper une info importante. Tout à l'heure, on en a parlé. Donc voilà, le lien entre justement tout ça, l'hyperconnexion. L'hyperconnexion, c'est la première chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que le curseur de l'hyperconnexion n'est pas le même pour tous. Selon la génération dans laquelle on est, selon le rapport qu'on a à la technologie, tout le monde, ce qui est hyperconnexion pour les uns ne l'est pas pour les autres. Je vous donne un exemple. La plupart des jeunes aujourd'hui au travail sont connectés à Facebook sur leur mobile, ont leur mail pro sur le téléphone, ont leur mail perso sur le même téléphone, ont Snapchat et en plus de ça ont également Instagram directement sur leur téléphone. Il arrive qu'on soit en plein déjeuner au bureau et qu'il y ait quelques-uns qui snappent les déjeuners pendant qu'on est dans un événement de travail, et en même temps qui postent la photo sur LinkedIn et qui de l'autre côté fait un post Facebook et répond à un ami par SMS ou sur WhatsApp. Donc finalement, on vit avec une génération qui est déjà hyper connectée. Et donc naturellement, cette génération-là, en venant dans le monde du travail, ne vit pas justement jusqu'à une certaine dose, bien entendu, les éléments de connectivité comme une hyperconnexion. Mais le sujet qui est pour moi intéressant, c'est que dans ces générations-là, et c'était bien illustré dans le sketch, dans la scénette, c'est que c'est une génération qui sait dire stop et qui finalement se connecte quand elle en a envie. Dans la journée de travail, ils vont sur Facebook s'ils en ont envie, ils lisent leurs alertes s'ils en ont envie, et le soir répondent aux mails également s'ils en ont envie. Et donc finalement, est-ce que ce n'est pas ces jeunes-là qui peuvent inspirer d'autres générations sur le sujet de l'hyperconnectivité, notamment sur la partie du stop, où je ne réponds pas aux mails, où je fais quelque part ce dont j'ai envie en matière de connexion. Après, l'autre sujet sur l'hyperconnectivité, qui est par contre un sujet un petit peu plus embêtant, c'est le travail en quelque sorte perlé. C'est qu'aujourd'hui, le rapport au travail n'est plus simplement un rapport du lundi au vendredi, mais c'est un rapport qui peut prendre le samedi, qui peut prendre le dimanche, qui peut grappiller des événements familiaux, qui peut manger aussi un équilibre dans un foyer. La petite discussion entre le couple tout à l'heure me fait penser aussi à des discussions personnelles que j'ai avec ma femme. C'est pourquoi tu touches ton téléphone, pourquoi tu regardes ce mail-là. Et là, on parle des informations du coup qu'on a peur de louper, parce que dans cette hyperconnexion, on ne se rend plus compte au bout d'un moment de la frontière entre ce qui est professionnel, ce qui est personnel, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et du coup, ça peut poser des problèmes également au niveau de la sphère privée lorsqu'on n'arrive plus à positionner la limite entre ces différents mondes. Et j'ai bien aimé ce qui était dit tout à l'heure par rapport aux jeunes qui finalement, je ne sais plus quel terme vous aviez utilisé, mais mêlent finalement la vie pro, la vie perso, la vie privée, la vie professionnelle, et finalement tout est mêlé. On parle de blurring. De blurring, et finalement on ne sait plus où est la limite. Et finalement le vrai danger, selon moi, dans l'hyperconnexion, c'est ce sujet, c'est cette limite qui n'existe plus entre tous ces mondes et qui justement peut déséquilibrer certaines personnes, et notamment on parle aujourd'hui du burn-out et de des risques psychosociaux qui sont aussi liés à cette hyperconnectivité. Donc il faut trouver justement un équilibre là-dessus. Alain, quelques chiffres encore, non? Alors, toujours mon enquête, Monsieur Chiffre. De 2017 et 2019, vous l'aurez plus tard, extrait. Mais il paraît que c'est un peu la même chose quand même. En plus, c'est assez robuste. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? On avait posé la question, restez-vous connectés pour des raisons professionnelles? Uniquement au bureau et pendant les horaires normaux de travail. 61%.
toute population active, tout secteur, toute taille, tout âge. Partout et tous les jours de la semaine, mais pas le week-end. 20%. Tous les jours de la semaine, y compris les week-ends, 14%. Tous les temps, y compris les vacances, 5%. Oh bah, c'est Donc- pas si mal, hein, Donc finalement. c'est pour dire que est-ce l'histoire que de c'est vrai? l'hyperconnexion, on va commencer C'est pas si grave. justement, et c'est assez stable. Alors ensuite, on a posé la question qui était, on continue, en termes de bien-être et d'efficacité, le régime de connexion vous convient-il? Réponse oui, 79%. Réponse non, 21%, dont 18% non car le temps de connexion journalier est trop élevé, et le reste, donc 3% non, car les modalités de connexion sont trop intrusives dans notre vie. Donc ça remet quand même les choses. Et si on reprend les différences dans la réponse du non, donc la moyenne c'est 21. Non, les cadres intérimaires, 34% disent non. Donc ça veut dire que on revient toujours, les cadres intermédiaires. Et ensuite, les cadres managers de premier niveau, 30%. De nouveau. Les travail hors des locaux de l'entreprise, 28%. Pratique le télétravail, 32%. Donc dans les non, hein, c'est ceux qui considèrent que, en termes de bien-être et d'efficacité, le régime de connexion ne leur convient pas. Hein. Et donc pratique le travail, 32%. Et insatisfait de la qualité de vie au travail, 39%. Donc vous voyez que vous avez une liaison qui se fait, on les traite en dimension indépendante, hein, mais vous avez une liaison qui est très nette entre les insatisfactions en termes de connexion, en termes donc de bien-être, de qualité et d'efficacité. Et comme on était un peu vicieux, on avait posé la question, depuis le 1er janvier 2017, la loi El Khomri a établi un droit à la déconnexion pour les salariés. Selon vous, cette loi va-t-elle permettre d'assurer le respect des temps et des modalités de connexion que vous souhaitez? Réponse oui, oui, 28%. Non, ça ne changera rien, 72%. Et donc, je me suis gentiment empaillé dans une émission radiophonique sur une bonne antenne avec une représentante de la CGT, pour qui tous les problèmes qu'on a évoqués devaient être résolus par la loi. Heureusement que les salariés et non-salariés ont une intelligence du fonctionnement des entreprises qui est quand même meilleure. Je ne ferai pas de commentaires sur la suite. Mais voilà, donc si vous voulez, il faut faire attention de nouveau à ce que l'on dit, hein, ce que l'on dit et ce que la réalité. Vous avez en fait, c'est comme les milléniums, hein, on va y revenir à la génération Y, tout le monde parle de ça, sauf que la population active au travail, c'est encore une part faible. Oui, oui, oui. Et ceux qui travaillent dans on a autant de gens qui travaillent dans les entreprises de moins de 10 salariés que dans les gens qui travaillent dans les entreprises de plus de 250 salariés. Dans toutes les statistiques, les moins de 10 n'existent pas. Donc faire très attention Les aux statistiques. statistiques sont, en fait, hein. vous n'avez pas les moins de 10. Hein, vous prenez, c'est toujours les plus de 10. Or, vous avez autant de salariés dans les moins de 10 que dans les plus de 250. Donc, c'est quand même important. Et les créations d'emplois se font dans les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises dégagent les effectifs. Donc, là encore, sur tous les sujets qu'on traite, vous êtes combien, vous avez dit? 33. Voilà. Donc, c'est une PME. Et vous? Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas pour faire le chercheur qui empêche de tourner en rond. C'est pour dire on a un vrai problème toujours du rapport de la connaissance factuelle et de toutes les représentations qui sont véhiculées aussi par des professions dont c'est le métier de créer des représentations. Parce que c'est leur business. Xavier, peut-être. Je vais juste donner un élément pour compléter par rapport aux plus petites structures, par exemple les moins de 10. Ce qui est important, juste pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que généralement dans les toutes petites structures, on est très polyvalent au niveau du poste.
Et donc, si on interviewait plus souvent des personnes qui travaillent dans des petites structures, ayant travaillé également dans les toutes petites structures, généralement, on combine plusieurs postes à la fois. Et finalement, ce sujet d'hyperconnectivité peut être même plus fort dans ces structures-là que dans les grandes structures où on travaille par silo, par service, où finalement le travail est réparti entre plusieurs personnes. Et donc, c'est peut-être un élément intéressant à creuser dans les prochaines études. En tout cas, je ne suis pas chercheur, mais je pense que c'est intéressant. Moi, j'avais un peu le même sentiment. D'abord, il faut se souvenir d'où ça vient, la loi sur la déconnexion. Hein, c'est le chargé de mission par le gouvernement, c'était l'ancien DRH d'Orange, qui devait gérer la mauvaise image des suicides et d'une période assez douloureuse dans le groupe. Donc il a voulu faire une petite fleur à la CGT. Le dada de la CGT à ce moment-là, comme vous le disiez, c'était le droit à la déconnexion, qui était un faux problème en réalité, et Volkswagen. Et donc il a rajouté dans son rapport un petit couplet qui s'est traduit dans une loi ensuite. Très bien, mais on a les chiffres et on voit que la loi n'a pas changé grand-chose. Et puis deuxièmement, je pense que c'est un faux problème, le droit à la déconnexion en entreprise. C'est surtout un problème de management. Ce que vous avez illustré dans votre scénette tout à l'heure, c'est des mauvais comportements de managers qui induisent un stress chez les salariés et chez les autres. Donc c'est un défaut de formation, c'est peut-être une peur du manager qui est pris en tenaille. Je ne connais pas la cause. Voir aussi, il y a des pervers, il y a des manipulateurs, ça existe, on en connaît. Tout ça mis ensemble fait qu'on fabrique une pression sur certains salariés. Certains managers fabriquent une pression sur certains salariés et que ça finit par foutre une sale ambiance dans l'entreprise ou dans un département, dans un groupe, sous la responsabilité d'un mauvais manager. Ça, c'est un sujet très important. Hein, c'est quoi le rôle de l'entreprise, justement, pour mettre en place ces nouvelles façons de travailler et le rôle du management, etc. Est-ce qu'on peut, juste avant d'aborder cette question qui me semble vraiment très, très importante, parler du coût, les coûts qui peuvent être induits, justement, par cette hyperconnexion, ce présentéisme. Combien ça coûte, finalement, tout ça? Avant ça, juste sur ce point. Parce que les chercheurs en sciences sociales, c'est des sujets sur lesquels ils travaillent depuis longtemps. Au départ, la grande préoccupation, c'était ce qu'on appelle le digital divide. C'est-à-dire les faits qu'on n'était pas connectés. Et donc, c'était la grande peur, c'était tous ceux qui n'avaient pas, pour des raisons diverses, la possibilité de se connecter. Puis les chercheurs en sciences sociales, qui regardent un peu les choses, ils ont commencé à regarder qui étaient les conditions de non-connexion. Et là, il est sorti de façon ultra robuste le rapport de pouvoir. C'est quand les gens qui sont en position de pouvoir dans des fonctionnements sont ceux qui peuvent se déconnecter. Et donc, ce n'est pas une question de droit à la déconnexion. C'est vraiment une question de fonctionnement social. Et ceux que ça intéresse, il y a un papier qui a été fait, je crois, publié dans Sociologie du travail il y a pas mal d'années, de Francis Jauregui-Berry, qui est le premier qui a travaillé justement sur qui avait la capacité à se déconnecter. Donc ça fait quelques années. Voilà. Toujours le rapport de force au sein d'un fonctionnement collectif. Oui, c'est vrai, c'est effectivement intéressant. On n'avait pas échangé sur... Donc pour respecter le timing, voilà, je veux bien qu'on passe sur cette question de est-ce que ça coûte finalement, est-ce que ce présentéisme coûte à l'entreprise? Est-ce qu'il y a des études sur le sujet? Je crois que moi je n'en connais pas et ça doit être assez difficile à quantifier, faire le lien entre le phénomène et la baisse ou la hausse. L'absentéisme, on l'a. En fait, il y a des études sur l'absentéisme, sur les arrêts de travail, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'études qui estiment ce que coûte finalement ce présentéisme. Alors on sait combien coûte l'absentéisme. Oui. On sait que dans certains cas, non, c'est pas dans certains cas, je pense que c'est dans tous les cas, quand on introduit de la flexibilité, de la souplesse et qu'on améliore le management, on diminue l'absentéisme. Ça, c'est clair. C'est quoi la cause de l'absentéisme? C'est effectivement des gens qui sont souffrants, malades, et puis c'est des gens qui sont mal dans leur boulot. Et de plus en plus, et ça peut aller effectivement jusqu'au burn-out.
ou des choses graves, des suicides, comme on l'a vu dans certaines entreprises. C'est du mal-être. Et il vient d'où ce mal-être? Il est fabriqué par qui? Il est fabriqué par l'entreprise et peut-être une culture de management. Et voilà, et peut-être des dirigeants qui ne sont pas assez attentifs. Donc le coût, c'est extrêmement difficile à évaluer. Ce qu'on peut tout à fait imaginer, et ce qui est ennuyeux pour l'entreprise, c'est que ça ne se voit pas. C'est un phénomène qui ne se voit pas. Donc on perd quand on recrute, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ne veulent pas venir, on a du mal à trouver des talents dans l'entreprise, on a du mal à recruter. Et c'est particulièrement vrai chez les jeunes qui sont attentifs à comment vous disiez, cette harmonie entre work-life harmony, et donc qui sont à l'aise dans certains types d'entreprises et qui ne voudront pas aller dans votre entreprise parce qu'ils ne s'y sentent pas bien, ou ils pensent qu'ils ne vont pas s'y sentir bien. C'est un coût. C'est un coût en absence de talent, en absence peut-être d'innovation. Voilà. Alors le présentéisme, est-ce que comment on peut estimer le coût pour l'entreprise de ces gens qui sont là? On parle du bore-out d'ailleurs. Hein. C'est facile à imaginer. Quel est l'avenir d'une entreprise avec un management en silo, vertical, hiérarchique, qui n'est pas souple? Regardez Yahoo face à Google. Regardez, alors ils vont peut-être pas tous mourir, ils vont peut-être réagir, ils vont peut-être se transformer, pivoter, mais voilà, ce sont des hypothèses. Mais c'est assez facile de voir que dans un monde qui évolue très très vite, avoir des sociétés qui manquent de flexibilité très raides, elles risquent d'avoir des ennuis. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette thématique du coût, justement? Comment on pourrait mesurer ce que coûte le présentéisme? Attendez, aux chercheurs, je m'adresse aux chercheurs. Il faut être un tout petit peu sérieux. Ah bon? Ben oui, le problème, c'est celui qu'on a évoqué. Ce n'est pas le présentéisme. Ce qu'on essaye d'évaluer, c'est en quoi un mauvais management, globalement, qui a entre autres plein d'injonctions paradoxales, c'est qu'on voit que le vrai cœur du sujet, c'est ce qu'on appelle le non-alignement des planètes. Quand vous avez un bon alignement de planètes, en fait, ça marche relativement bien. Et on le démontre assez bien par les pertes que représente un mauvais fonctionnement. Y compris le fait que quand vous êtes une société de services, vous rendez des services de mauvaise qualité et que la relation client dont tout le monde parle, aujourd'hui on parle de la relation collaborateur parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une relation entre la qualité du service rendu, l'efficience du service rendu et ainsi de suite. Alors après, on peut s'amuser. Si vous regardez la tribune du 15 février 2019, dans la rubrique Guide au week-end du manager, vous avez le mot de la semaine, le présentéisme. Passer sa vie au bureau pour se faire bien voir ou en faisant semblant d'être débordé, 2 points. Ces mots, à l'origine de nombreux burn-out et autres dépressions, doivent être soignés par le dialogue et le plaisir au travail. Attendez, mais vous voyez, c'est la rubrique Le Guide pour le week-end du manager. Hein. Là, il n'est pas connecté. Il lit la tribune. Et puis, vous avez quelqu'un qui s'appelle le docteur Philippe Rodet, conseiller auprès de dirigeants d'entreprises sur YouTube. Pourquoi les gens font-ils aussi de présentéisme en France? Donc, c'est un sujet à la mode. Donc, ce sujet à la mode, il faut le remettre, me semble-t-il, dans tout ce que l'on a dit. Y compris l'hyperconnexion. Ça veut rien dire, l'hyperconnexion. L'hyperconnexion, c'est comme le poste. Quand vous ne savez pas quoi dire, vous dites c'est hyper ou poste. 2 mots à maîtriser dans toute bonne soirée. Et on les utilise parce qu'ils sont faciles à utiliser. Ils ne veulent rien dire. Le post-présentéisme, ça y est. Vous êtes tranquille, on va le voir revenir. On appelle ça les buzzwords. Oui, en plus si vous le dites en anglais, alors là... Oui, je vous en ai livré quelques-uns tout à l'heure. Oui, ça fait bien.
Euh, on va donc, on avait commencé à parler effectivement du management et Christian, vous m'aviez pas mal parlé. Effectivement, c'est quoi le rôle finalement de l'entreprise et du DRH pour en lien avec la maturité managériale. On avait beaucoup échangé sur ce sujet-là. Oui, moi je le vois chez les managers, on en a qui sont plutôt matures et dans la confiance, on en avait parlé longtemps, la confiance et qui ont une capacité à responsabiliser les collaborateurs et à laisser de l'autonomie à l'ensemble de leur équipe. Et on a d'autres qui sont dans le contrôle. Et on a la chance de ne pas avoir de comportement déviant. Mais dans d'autres structures dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai été parfois témoin de managers qui avaient justement des comportements qui amenaient les collaborateurs à l'hyperconnexion. Je fais attention parce que ça ne veut plus rien dire, mais je ne sais pas comment l'exprimer de nouveau. Mais il y avait pas mal de managers qui poussaient les collaborateurs, comme on l'a vu dans la scénette, à répondre toujours rapidement aux mails, à mettre la pression aux autres et parfois avoir des comportements qui mettaient d'autres collaborateurs en difficulté. Le sujet sur lequel je me suis longtemps posé des questions avant de devenir un jour DRH et d'arriver sur ces fonctions, c'est la responsabilité de mes aînés DRH sur le poste. C'est de se dire, est-ce que le DRH n'est pas aussi un régulateur du management dans l'entreprise et à un moment donné devrait aussi prendre son courage, et on parle souvent de courage managérial, mais je pense qu'on devrait aussi parler de courage RH, pour pouvoir confronter également les comportements déviants. C'est plus compliqué lorsque le DRH lui-même est déviant, ça peut arriver, mais par contre le sujet c'est vraiment comment le DRH joue son rôle de régulateur et est capable de dire à ses collègues, aux autres directeurs que là tu vas trop loin et qu'il existe un cadre, il existe le droit du travail et qu'il y a des choses qui sont à ne surtout pas faire dans le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, en étant DRH, le rôle que je joue un petit peu dans le comité de direction, c'est aussi ce rôle des régulateurs. Être capable de regarder mes collègues en face et quel que soit leur niveau hiérarchique, quel que soit leur poids dans l'entreprise, être capable de leur dire, effectivement, là, si le collaborateur n'est pas content, il est peut-être pour quelque chose. Ou le mal-être de ce collaborateur, il faudrait peut-être qu'on se pose les bonnes questions, il faudrait peut-être qu'on voit comment on peut changer les choses ensemble. Pas seulement être dans un rôle de sanction des autres, mais être dans un rôle d'accompagnement pour améliorer le management dans l'entreprise, mais en mettant le doigt sur les vrais problèmes et en parlant des vrais problèmes avec les autres managers. Xavier, est-ce que ça, c'est de la science-fiction ou ça existe aujourd'hui dans toutes les entreprises que vous avez observées ? Je n'ai pas observé toutes les entreprises, mais on voit que les cas extrêmes, moi j'en connais qui ont cette démarche bienveillante, c'est-à-dire il ne s'agit pas de jeter la pierre aux managers, il y en a beaucoup qui font comme ils peuvent, comme ils ont appris. Il y a des sadiques, on en connaît aussi, mais c'est marginal. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien se mettre à leur place et voir les contraintes ou les injonctions paradoxales, comme vous disiez tout à l'heure, qu'ils subissent complètement opposées. Et donc, c'est pas simple. D'abord, c'est pas simple. Mais je crois qu'un escalier, ça se balaye par le haut. Et donc, tant que les managers de ces managers, les directions générales, n'ont pas un message clair, n'ont pas une politique, ne déploient pas une politique claire pour que ça se passe bien, de formation, de coaching, d'accompagnement de leurs cadres et de leurs managers, c'est difficile que ça se passe bien. Il faut que ça soit un message qui soit relayé, compris par tout le monde, etc. Mais on connaît tous des bons managers qui essayent de faire dans un mauvais cadre. Et il y en a qui arrivent à faire tourner la boutique parce que ce sont des gens de qualité et qui ont des bonnes pratiques. J'ai deux petits exemples a priori un peu négatifs. Le premier, c'est à propos du télétravail. C'est une boîte du CAC 40, une très grosse boîte de conseil en technologie. Le patron fondateur, qui est un grand patron, un visionnaire, dit « Tant que je serai vivant, tant que je serai à mon poste, pas de télétravail chez moi. » Chez moi, d'ailleurs, hein, c'est intéressant de voir. Mes sujets, voilà. Et donc, il n'y a toujours pas de télétravail. Deuxième exemple, c'est une grosse boîte du BTP, je crois qu'ils sont CAC 40 aussi, où ils refusent, dans les faits, on refuse le télétravail. Les salariés le demandent, et on leur dit non, ça ne se fait pas. Et en réalité, dans certains cas, ils le mettent en place. Et quand ils le mettent en place, ils disent surtout tu n'en parles pas. Donc
c'est bien un problème de management, un problème culturel, un problème de management. Et récemment, dans cette boîte, j'ai entendu, il y a une salariée qui, pour raison familiale, voulait habiter au Mans. Le Mans, c'est 1 heure de train de Paris, c'est pas très loin. Elle demandait à travailler 2 ou 3 jours par semaine, à télétravailler 2 ou 3 jours par semaine. Et on lui a dit d'accord, mais alors on va diminuer ton salaire. Ce qui au passage est illégal d'ailleurs, parce qu'un télétravailleur est un salarié de plein droit, donc je ne vois pas pourquoi on lui modifierait son contrat de travail comme ça. Mais donc vous voyez, c'est-à-dire que même un DRH est capable de dire des choses comme ça. C'est bien un symptôme quand même de problèmes, de choses qui ne vont pas. Donc améliorer les choses, ça veut dire déjà en prendre conscience, sensibiliser peut-être les entreprises, mais ça se fait beaucoup, on en parle beaucoup de ces sujets-là, et puis former les gens peut-être. Sur le rôle du DRH face au manager. Et pour compléter ce que vous dites, le but, c'est pas de dire que les managers ne sont pas bons. Généralement, les managers font comme ils peuvent. Et vous avez raison de le dire, vous avez raison de le souligner. Mais le rôle du DRH, quelque part, c'est un petit peu le gardien du temple sur les sujets liés au droit du travail. Et à un moment donné, on touche également à des sujets liés au droit du travail. Et le DRH, il ne faut pas l'oublier également, est souvent garant du bien-être au travail et du bien-être des collaborateurs également au sein de l'entreprise. Il n'est pas seul garant de ce sujet, il y a bien entendu les partenaires sociaux, mais c'est celui qui est le plus proche des managers et qui porte les clés quelque part de la formation, de l'accompagnement, du développement des managers. Et je pense que pour toutes ces politiques, tous ces sujets dont on parle ici, ça passe également par le développement des managers, l'accompagnement des managers. Pour vous donner un exemple de notre entreprise aujourd'hui, au-delà d'échanger d'une manière très franche avec les managers sur ces sujets-là, on a lancé un coaching individuel pour l'ensemble de nos managers cette année, un accompagnement sur mesure pour chacun, pour aider, selon leur degré de maturité, chacun à se développer et pour être un meilleur manager demain pour les collaborateurs. Et ça passe par là. Et on a détecté quelque part ceux qui avaient moins confiance, ceux qui étaient moins dans la délégation, ceux qui l'étaient trop aussi, parce que l'inverse aussi existe. Et donc du coup, le but, c'est de rééquilibrer tout le monde, de niveler le niveau de management et de créer une culture managériale au sein de l'entreprise positive pour justement bonifier le bien-être des équipes et le sentiment aussi de liberté au travail des collaborateurs qui en ont grandement besoin. C'est une demande. Finalement, les gens ne demandent pas forcément que le travail. Je vais être peut-être un peu trivial, mais les gens demandent qu'on leur fiche la paix et qu'ils fassent leur boulot. Et donc, à un moment donné, qu'on ne soit pas sur leur dos, qu'on leur fasse confiance et qu'on leur laisse travailler pour ce pourquoi ils ont été recrutés. Et finalement, ils ont un savoir-faire, ils ont des compétences, ils ont besoin de confiance. Ah, oui, un vieil habitué des débats. La solution, elle est certainement pas dans le baby-foot et dans la mauvaise compréhension de la qualité de vie au travail. Vous dites évidemment, mais c'est quand même souvent un peu de démagogie, de paternalisme managériel qu'on voit pas mal d'ailleurs. Hein. Ouais. Alors la qualité de vie au travail, c'est un véritable sujet, mais ce qu'on entend par tous ces managers d'ambiance, tous les noms qu'on peut leur donner, oui, c'est ça, les Chief Happiness Officer. Ça va faire bondir Dominique, parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois. De quel droit l'entreprise se préoccupe-t-elle de mon bonheur? Déjà qu'elle me foute la paix, qu'elle me laisse travailler, comme tu disais là, ça serait déjà bien. Qu'elle se soucie de mon cadre de travail, éventuellement de la qualité relationnelle, en se faisant l'arbitre. Pourquoi pas? C'est son boulot, c'est sa mission. Mais elle n'est pas là pour faire mon bonheur, c'est en aucun cas. Donc on voit bien l'idée qu'il y a derrière, c'est d'essayer d'améliorer la qualité de vie dans l'entreprise, mais je crois que là on est allé quand même... Et du coup la rentabilité hein, quand même. Hein. Oui. Hein. Ah bah oui, c'est au service de et la rentabilité, c'est ça, c'est la mission de l'entreprise. Hein. Oui, voilà, ça, faut oui. pas oublier quand même. En fait, de nouveau, il y a plusieurs choses. C'est dans les grandes organisations,
ceux qui sont aujourd'hui en situation la plus difficile, c'est les managers intermédiaires. C'est eux qui encaissent tous les problèmes de transformation, y compris le fait qu'ils ont été très dénigrés parce que c'est des petits chefs, c'est des gens qui ont des pouvoirs, mais qui les utilisent mal et ainsi de suite. Et quand vous regardez ce que racontent les gens sur l'entreprise libérée, ils expliquent que l'encadrement, qui est l'encadrement intermédiaire, est un coût et en fait qui a une valeur ajoutée négative. Quand on vous raconte ça dans les bouquins de gestion un peu modernes de l'organisation, ça dit des choses. C'est-à-dire on leur demande de plus en plus de choses en termes de résultats, avec des personnes à qui on dit qu'il faut qu'ils les libèrent leur énergie tout en les contrôlant. Donc le cahier des charges qu'on donne aux managers intermédiaires est un cahier des charges de plus en plus dur et on leur demande donc d'être tous des superman ou des superwoman. Bien. Donc ils sont bien sûr comme les coachs du foot, c'est tous des Zidane ou des je sais pas quoi. C'est pas vrai. Donc ça c'est la première chose. Donc, c'est les managers qui sont la population cruciale de tout ce dont on parle. Les DRH, des grands groupes. Vous avez un petit bouquin tout à fait intéressant, qui est un bouquin de Christophe Dejour, dont je vous recommande la lecture, publié il y a 20 et quelques années. Oui, non, mais justement, hein, c'est Christophe. C'est pas moi. Donc Christophe Dejour, il était médecin du travail, psychiatre, psychanalyste, prof au CNAM. Il dit les DRH ont perdu leur âme dans les années 90 parce qu'il fallait qu'ils remontent au COMEX. Et pour remonter au COMEX, donc avoir voix au chapitre, il fallait qu'ils prennent tous les défauts des managers de la finance. Donc il fallait qu'ils deviennent... pour être entendu, il commençait à parler de ROI en termes de gestion des ressources humaines. Rate of return, et donc en dessous de 12, vous ne valez rien. Donc tous vos projets étaient retroqués. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire de la statistique. Le reporting, le rapport entre l'individu et la statistique, c'est que vous réifiez les personnes. Or, qu'est-ce que disent tous les collaborateurs partout dans les grandes organisations? Plus personne ne s'intéresse à moi. Et les jeunes, il ne faut pas se tromper. Les jeunes ont encore plus envie qu'on s'intéresse à eux que les autres. Donc voilà. Et l'autre élément de réification, c'est bien sûr les artefacts techniques. Donc vous n'êtes plus vous-même, vous mettez votre pseudo ou tout je ne sais pas quoi. Et donc personne ne sait qui vous êtes. Et c'est comme ça que vous vous baladez sur le web et partout. Donc on a là un vrai problème qui intéresse, alors là, les RH d'aujourd'hui et de demain. Donc ce n'est pas le Chief Happiness Officer qui va se balader avec ses baby-foot et autres. C'est vraiment la question de comment on réarticule les planètes autour de toute une série de mouvements qui sont des mouvements qui ont leur dynamisme propre et qui ne sont pas articulés les uns sur les autres. Et là, ça ne peut pas être le DRH seul. Donc l'intérêt du travail que l'on fait, nous, c'est on regarde finalement qu'est-ce qu'est l'entreprise. Et la vraie question, me semble-t-il, au-delà de tout ce qu'on a abordé, c'est qu'est-ce que l'entreprise? Et donc qu'est-ce que sont les patrons d'entreprise? Et au sens, on est en train de réhabiliter en fait les patrons au sens noble du terme. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, derrière tout ce qu'on a évoqué, c'est ça qui est le vrai problème. Quelle entreprise on veut être demain? Avec qui? Pourquoi faire? Oui, je crois qu'avec Xavier et Christian, on parlait justement de l'importance du directeur, du président et du directeur général et du binôme. Hein, je vais le rajouter. Un petit mot de conclusion? Oui. Non, je vais rajouter quand même un mot, parce que quand même mon voisin, il n'est pas n'importe où dans le paysage français. Vous dites où vous êtes? Chez qui? Je ne sais pas si tout le monde connaît le projet. Dans le groupe Muliez. Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qui devient patron de Carrefour? Qu'est-ce qui devient patron de Auchan France?
c'est l'ancien patron de Kiabi. Pourquoi? Parce qu'il a réussi la transformation de Kiabi, ce qu'avait pas réussi son homologue à la tête d'Auchan. Et donc la famille Muliez, c'est tout à fait intéressant, a été le sortir de l'endroit où il était pour le mettre à l'endroit où il y a les plus grandes pertes aujourd'hui d'anciens du groupe. Et là, c'est pour ça que je vous ai écouté. En fait, vous êtes dans un endroit très précis du point de vue de la logique de fonctionnement de l'entreprise. Je rappelle, c'est les Cathos du Nord. C'est pas nôtre. Hein. Je reviens toujours pour le plaisir. Il faut retourner à la doctrine sociale de l'Église. Elle a fait des choses intéressantes de temps en temps. Peut-être pour rebondir sur le sujet. Ce qui est intéressant dans le groupe Muliez, c'est que par exemple, la plupart des entités ont ce qu'on appelle un projet humain. Et en fait, le projet humain accompagne la vision business de l'entreprise. Et en fait, c'est quelque part le way of life de l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise. Et voilà, nous, on a travaillé notamment sur notre projet humain l'année dernière. Et finalement, en fait, le projet humain, c'est pas qu'une vision en l'air de dire voilà ce qu'on veut être et voilà ceci. C'est des éléments concrets, tangibles, qu'on met en place pour pouvoir justement permettre aux collaborateurs de vivre mieux au sein de l'entreprise. Et finalement, ce n'est pas des éléments qui se limitent au baby-foot, etc. C'est une vraie politique sociale au sein de chacune des structures qui aide justement et qui est co-construite avec les collaborateurs. Et ça, c'est pas anodin. Et du coup, ça permet justement aux collaborateurs d'avoir un contrat moral quelque part avec la structure, au-delà de simples KPI ou éléments business, etc. Et ça a beaucoup de sens dans le groupe et ça se fait dans l'ensemble des entités. Moi, je suis arrivé depuis 1 an et demi dans ce groupe et je le vois. À titre personnel, moi, j'ai travaillé avant dans un autre grand groupe et même à titre personnel, en termes d'évolution, on est dans un groupe qui fait confiance. Moi, je suis rentré comme RRH, 1 an et demi après, je suis membre du CODIR, je suis directeur. Je suis jeune, et voilà. Et par contre, ils n'ont pas eu peur d'investir et de pousser, de faire confiance, de développer les collaborateurs. Ça ne veut pas dire que tout se passe toujours idéalement bien, et on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est intéressant ce que vous dites sur le paternalisme. Ça peut être vrai dans les entités plus hautes, rapprochées du centre, parce que l'AFM, je pense, a aussi cette culture paternaliste. Mais quand on descend dans les nouvelles entités, les nouveaux DG sont extrêmement modernes. Et en fait, la vision de ce projet humain, c'est pas de dire aux collaborateurs, vous êtes... non, c'est de dire qu'est-ce qu'on construit ensemble pour pouvoir atteindre nos objectifs et mieux les atteindre. Parce qu'on se rend compte finalement que quand on est mieux, on travaille mieux. C'est pas réinventer la poudre, c'est quelque chose de très simple. Quand on vit bien l'entreprise, finalement, les résultats sont meilleurs, l'implication est meilleure, et naturellement, on va plus loin que ce qu'on s'est fixé comme résultat. Et finalement, c'est pas une histoire de dire que je vais vous donner des cadeaux ou je vais vous offrir un chèque cadeau tous les Noëls ou quoi que ce soit, mais c'est de l'histoire de dire quel est le contrat moral qu'on établit ensemble pour justement ne pas sortir d'un certain cadre et arriver à l'atteinte de nos objectifs ensemble et de mieux les atteindre. Et après, ça se traduit après par des éléments de confiance très concrets, par des éléments de développement très concrets, des éléments d'autonomie très concrets donnés aux collaborateurs. Et moi, je le témoigne parce que c'est ce que je vis déjà dans mon parcours à titre personnel, et c'est ce que je vis avec les collaborateurs que j'encadre et les collaborateurs avec lesquels je travaille, et c'est quelque chose d'intéressant et qui gagnerait à être développé dans d'autres entreprises. Je suis entrepreneur également, moi, dans la partie de la formation et dans la structure que je développe sur l'entrepreneuriat. J'essaye de gérer tant bien que mal en parallèle de mon activité. C'est ce que j'essaye de reproduire pour le bien-être des personnes avec lesquelles je collabore. Donc voilà. Xavier, un petit mot de la fin, puis après on pourra répondre à quelques questions. Ce qui est... Et boire après, oui. Ce qui est passionnant, c'est qu'on est passé, si on reprend la figure du DRH, on est passé d'un monde, très très vite, d'un monde où on avait le chef du personnel qui avait une relation humain-humain, qui était souvent un ancien officier, ancien militaire ou sous-officier, donc qui avait une relation de personne à personne. On est passé à des technocrates et à des bureaucrates. Et c'est l'histoire de l'entreprise de ces 20 dernières années aussi. On est passé d'entreprise avec Dieu Tout-Puissant qui avait le droit de vie et de mort sur tout le monde, qui avait des subordonnés qui relayaient son message, ça dégoulinait dans la hiérarchie. Et on est passé à des structures plus ouvertes, plus collaboratives, peut-être
plus respectueuse, c'est-à-dire qu'on porte l'attention peut-être de nouveau plus sur les gens, aux personnes, parce qu'on a compris, je pense, que c'était au service de l'amélioration du résultat. Pourquoi pas, après tout, hein. Et puis, ce qui est aussi passionnant, c'est que ça se traduit, il faudrait faire parler Ghislain, mais ça se traduit aussi dans l'aménagement de l'espace de travail. L'aménagement qui traduit ces évolutions. Quand on parlait de télétravailleurs tout à l'heure et de limite à la durée du télétravail, on n'est pas télétravailleur tout le temps. Dans une même journée, et ça c'est vous qui l'aviez dit, me l'aviez dit, on est un petit peu tout seul à travailler dans son bureau, on est en équipe, on est quelques semaines sur un projet, on sort du bureau avec son ordinateur, on continue à travailler mais à distance. Donc c'est la manière dont on pense le travail a aussi subi une accélération. Donc ça c'est passionnant à vivre et on espère que c'est quand même pour du mieux.